Guy de Maupassant, la dot. Personne ne s'étonna du mariage de maître Simon Lebrumand avec mademoiselle Jeanne Cordier. Maître Lebrumand venait d'acheter l'étude de notaire de maître Papillon. Il fallait, bien entendu, de l'argent pour la payer. Et mademoiselle Jeanne Cordier avait 300 000 francs liquides en billets de banque et en titres porteurs. Maître Lebrumand était un beau garçon qui avait du chic, un chic notaire, un chic province. Mais enfin du chic, ce qui était rare à Boutigny-le-Rebourg. Mademoiselle Cordier avait de la grâce et de la fraîcheur, de la grâce un peu gauche et de la fraîcheur un peu fagotée, mais c'était, en somme, une belle fille désirable et fêtable. La cérémonie d'épousailles mit tout Boutigny sans dessus-dessous. On admira fort les mariés, qui rentrèrent cacher leur bonheur au domicile conjugal, ayant résolu de faire tout simplement un petit voyage à Paris après quelques jours de tête-à-tête. Il fut charmant ce tête-à-tête. Maître Lebrumand ayant su apporter dans ses premiers rapports avec la femme une adresse, une délicatesse et un à-propos remarquables. Il avait pris pour devise « Tout vient à point, à qui sait attendre ». Il sut être en même temps patient et énergique. Le succès fut rapide et complet. Au bout de 4 jours, madame Lebrumand adorait son mari. Elle ne pouvait plus se passer de lui. Il fallait qu'elle lût tout le jour près d'elle pour le caresser, l'embrasser, lui tripoter les mains, la barbe, le nez, etc. Elle s'asseyait sur ses genoux et, le prenant par les oreilles, elle disait « Ouvre la bouche et ferme les yeux ». Il ouvrait la bouche avec confiance, fermait les yeux à moitié, et il recevait un bon baiser bien tendre, bien long, qui lui faisait passer de grands frissons dans le dos. Et à son tour, il n'avait pas assez de caresses, pas assez de lèvres, pas assez de mains, pas assez de toute sa personne pour fêter sa femme du matin au soir et du soir au matin. Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa jeune compagne « Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne se sont pas mariés. Nous irons dans les restaurants, au théâtre, dans les cafés-concerts, partout, partout. » Elle sautait de joie. « Oh oui, allons-y le plus tôt possible. » Il reprit. « Et puis, comme il ne faut rien oublier, préviens ton père de tenir ta dot toute prête. Je l'emporterai avec nous et je payerai par la même occasion maître Papillon. » Elle prononça. « Je lui dirai demain matin. » Et il la saisit dans ses bras pour recommencer ce petit jeu de tendresse qu'elle aimait tant depuis 8 jours. Le mardi suivant, le beau-père et la belle-mère accompagnèrent à la gare leur fille et leur gendre qui partaient pour la capitale. Le beau-père disait « Je vous jure que c'est imprudent d'emporter tant d'argent dans votre portefeuille. » Et le jeune notaire souriait. « Ne vous inquiétez de rien, beau papa. J'ai l'habitude de ces choses-là. Vous comprenez que, dans ma profession, il m'arrive quelquefois d'avoir près d'1 million sur moi. De cette façon, au moins, nous évitons un tas de formalités et un tas de retards. Ne vous inquiétez de rien. » L'employé criait « Les voyageurs pour Paris en voiture !» Et ils se précipitèrent dans un wagon où se trouvaient 2 vieilles dames. Lebrumand murmura à l'oreille de sa femme « C'est ennuyeux, je ne pourrais pas fumer. » Elle répondit tout bas « Moi aussi ça m'ennuie bien, mais ça n'est pas à cause de ton cigare. » Le train siffla et partit. Le trajet dura 1 heure, pendant laquelle ils ne dirent pas grand-chose, car les 2 vieilles femmes ne dormaient point. Dès qu'ils furent dans la cour de la gare Saint-Lazare, maître Lebrumand dit à sa femme « Si tu veux, ma chérie, nous allons d'abord déjeuner au boulevard, puis nous reviendrons tranquillement chercher notre malle pour la porter à l'hôtel. » Elle y consentit tout de suite. « Oh oui, allons déjeuner au restaurant. Est-ce loin ?» Il reprit « Oui, un peu loin, mais nous allons prendre l'omnibus. » Elle s'étonna. « Pourquoi ne prenons-nous pas un fiacre ?» Il se mit à la gronder en souriant. « C'est comme ça que tu es économe. Un fiacre pour 5 minutes de route. 6 sous par minute. Tu ne te priverais de rien. » « C'est vrai, dit-elle un peu confuse. Un gros omnibus passait, au trot des 3 chevaux. Lebrumand cria « Conducteur, conducteur !» La lourde voiture s'arrêta, et le jeune notaire, poussant sa femme, lui dit très vite « Monte dans l'intérieur, moi je grimpe dessus pour fumer au moins une cigarette avant mon déjeuner. »
Elle n'eut pas le temps de répondre. Le conducteur, qui l'avait déjà saisie par le bras pour l'aider à escalader le marchepied, la précipita dans la voiture et elle tomba, effarée, sur une banquette, regardant avec stupeur par la vitre de derrière les pieds de son mari qui grimpait sur l'impériale. Elle demeura immobile entre un gros monsieur qui sentait la pipe et une vieille dame qui sentait le chien. Tous les autres voyageurs, alignés et muets, un garçon épicier, une ouvrière, un sergent d'infanterie, un monsieur à lunettes d'or coiffé d'un chapeau de soie aux bords énormes et relevés comme des gouttières, deux dames à l'air important et grincheux qui semblaient dire par leur attitude « Nous sommes ici, mais nous valons mieux que ça », deux bonnes sœurs, une fille en cheveux et un croque-mort, avaient l'air d'une collection de caricatures, d'un musée des grotesques, d'une série de charges de la face humaine, semblables à ces rangées de pantins comiques qu'on abat dans les foires avec des balles. Les cahots de la voiture ballottaient un peu leur tête, les secouaient, faisaient trembloter la peau flasque des joues, et la trépidation des roues les abrutissant, ils semblaient idiots et endormis. La jeune femme demeurait inerte. « Pourquoi n'est-il pas venu avec moi ?» se disait-elle. Une tristesse vague l'oppressait. Il aurait bien pu vraiment se priver de cette cigarette. Les bonnes sœurs firent signe d'arrêter, puis elles sortirent l'une devant l'autre, répandant une odeur fade de vieille jupe. On repartit, puis on s'arrêta de nouveau. Une cuisinière monta, rouge, essoufflée. Elle s'assit et posa sur ses genoux son panier aux provisions. Une forte senteur d'eau de vaisselle se répandit dans l'omnibus. « C'est plus loin que je n'aurais cru, pensait Jeanne. Le croque-mort s'en alla et fut remplacé par un cocher qui fleurait l'écurie. La fille en cheveux eut pour successeur un commissionnaire dont les pieds exaltaient le parfum de ses courses. Et la notæresse se sentait mal à l'aise, écœurée, prête à pleurer sans savoir pourquoi. D'autres personnes descendirent, d'autres montèrent. L'omnibus allait toujours par les interminables rues, s'arrêtait aux stations, se remettait en route. « Comme c'est loin, se disait Jeanne, pourvu qu'il n'ait pas une distraction, qu'il ne soit pas endormi. Il s'est bien fatigué depuis quelques jours. » Peu à peu, tous les voyageurs s'en allaient. Elle resta seule, toute seule. Le conducteur cria « Vaugirard !» Comme elle ne bougeait point, il répéta « Vaugirard !» Elle le regarda, comprenant que ce mot s'adressait à elle, puisqu'elle n'avait plus de voisin. L'homme dit, pour la 3e fois, « Vaugirard !» Alors elle demanda, « Où sommes-nous » Il répondit d'un ton bourru, « Nous sommes à Vaugirard, parbleu, voilà 20 fois que je le crie. »« Est-ce loin du boulevard » dit-elle. « Quel boulevard ?»« Mais le boulevard des Italiens. »« Il y a bien longtemps qu'il est passé. »« Ah, voulez-vous bien prévenir mon mari ?»« Votre mari, où ça ?»« Mais sur l'Impériale. »« Sur l'Impériale, v'là longtemps qu'il n'y a plus personne. » Elle eut un geste de terreur. « Comment ça ? Ce n'est pas possible, il est monté avec moi, regardez bien, il doit y être. » Le conducteur devenait grossier. « Allons, à petite, assez causé, un homme de perdu dise de retrouver. Décanillé, c'est fini. Vous en trouverez un autre dans la rue. » Des larmes lui montaient aux yeux. Elle insista. « Mais monsieur, vous vous trompez. Je vous assure que vous vous trompez. Il avait un gros portefeuille sous le bras. » L'employé se mit à rire. « Un gros portefeuille. Ah oui, il est descendu à la Madeleine. C'est égal, il vous a bien lâché. » La voiture s'était arrêtée. Elle en sortit et regarda malgré elle d'un mouvement instinctif de l'œil sur le toit de l'omnibus. Il était totalement désert. Alors elle se mit à pleurer tout haut. Sans songer qu'on l'écoutait et qu'on la regardait, elle prononça « Qu'est-ce que je vais devenir ?» L'inspecteur du bureau s'approcha. « Qu'y a-t-il » Le conducteur répondit d'un ton goguenard. « C'est une dame que son époux a lâchée en route. » L'autre reprit. « Bon, ce n'est rien. Occupez-vous de votre service. » Et il tourna les talons. Alors, elle se mit à marcher devant elle, trop effarée, trop affolée pour comprendre même ce qui lui arrivait. Où allait-elle aller ? Qu'allait-elle faire ? Que lui était-il arrivé à lui ? D'où venait une pareille erreur, un pareil oubli, une pareille méprise, une si incroyable distraction ? Elle avait 2 francs dans sa poche. À qui s'adresser ? Et tout d'un coup,
Le souvenir lui vint de son cousin Barral, sous-chef de bureau à la marine. Elle possédait juste de quoi payer la course du fiacre. Elle se fit conduire chez lui. Et elle le rencontra comme il partait pour son ministère. Il portait, ainsi que Le Brumont, un gros portefeuille sous le bras. Elle s'élança de sa voiture. « Henri !» cria-t-elle. Il s'arrêta stupéfait. « Jeanne, ici, toute seule ? Que faites-vous ? D'où venez-vous » Elle balbutia, les yeux pleins de larmes. « Mon mari s'est perdu tout à l'heure. »« Perdu ? Où ça ? » ?»« Sur un omnibus. »« Sur un omnibus ? Oh !» Et elle lui raconta en pleurant son aventure. Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda « Ce matin, il avait la tête bien calme ?»« Oui. »« Bon, avait-il beaucoup d'argent sur lui ?»« Oui, il portait ma dot. »« Votre dot, tout entière ?»« Tout entière, pour payer son étude tantôt. »« Eh bien, ma chère cousine, votre mari, alors qu'il est, doit filer sur la Belgique. » Elle ne comprenait pas encore. Elle bégayait. « Mon mari ? Vous dites ? » ?»« Je dis qu'il a raflé votre capital, et voilà tout. » Elle restait debout, suffoquée, murmurant. « Alors c'est un misérable !» Puis, défaillant d'émotion, elle tomba sur le gilet de son cousin en sanglotant. Comme on s'arrêtait pour la regarder, il la poussa tout doucement sous l'entrée de sa maison et, la soutenant par la taille, lui fit monter son escalier. Et comme sa bonne, interdite, ouvrait la porte, il commanda « Sophie, courez au restaurant chercher un déjeuner pour 2 personnes. Je n'irai pas au ministère aujourd'hui. » Guy de Maupassant, Alexandre. Ce fut, ce jour-là, à 4 heures, comme tous les jours, qu'Alexandre amena devant la porte de la petite maison du ménage Marambal la voiture de paralytique à 3 roues où il promenait jusqu'à 6 heures, par ordonnance du médecin, sa vieille et impotente maîtresse. Quand il eut placé ce léger véhicule contre la marche, juste à l'endroit où il pouvait faire monter facilement la grosse dame, il rentra dans le logis et on entendit bientôt à l'intérieur une voix furieuse, une voix enrouée d'anciens soldats qui vociféraient des jurons. C'était celle du maître, l'ex-capitaine de l'infanterie en retraite, Joseph Marambal. Puis ce furent un bruit de porte fermée avec violence, un bruit de chaises bousculées, un bruit de pas agités, puis plus rien. Et après quelques instants, Alexandre reparut sur le seuil de la rue, soutenant de toute sa force madame Marambal, exténuée par la descente de l'escalier. Quand elle fut installée, non sans peine, dans la chaise roulante, Alexandre passa par derrière, prit la barre tournée qui servait à pousser le véhicule et le mit en route vers le bord de la rivière. Il traversait ainsi tous les jours la petite ville au milieu des saluts respectueux qui s'adressaient peut-être aux serviteurs autant qu'à la maîtresse, car si elle était aimée et considérée de tous, il passait, lui, ce vieux troupier à barbe blanche, à barbe patriarche pour le modèle des modestiques. Le soleil de juillet tombait brutalement sur la rue, noyant les maisons basses sous sa lumière triste à force d'être ardente et crue. Des chiens dormaient sur les trottoirs, dans la ligne d'ombre des murs, et Alexandre, soufflant un peu, hâtait le pas afin d'arriver plus vite à l'avenue qui mène à l'eau. Madame Marambal sommeillait déjà sous son ombrelle blanche dont la pointe abandonnée allait parfois s'appuyer dans le visage impassible de l'homme. Lorsqu'ils eurent atteint l'allée des tilleuls, elle se réveilla tout à fait sous l'ombre des arbres, et elle dit d'une voix bienveillante « Allez plus doucement, mon pauvre garçon, vous allez vous tuer par cette chaleur. » Elle ne songeait point, la brave dame, dans son égoïsme naïf, que, si elle désirait maintenant aller moins vite, c'était justement parce qu'elle venait de gagner l'abri des feuilles. Près de ce chemin, couvert par les vieux tilleuls taillés en voûte, la navette coulait dans un lit tortueux entre 2 haies de saules. Les glous-glous des remous, des sauts sur les roches, des brusques détours du courant semaient, tout le long de cette promenade, une douce chanson d'eau et de fraîcheur d'air mouillé. Après avoir longuement respiré et savouré le charme humide de ce lieu, madame Marambal murmura
Allons, ça va mieux. Mais il n'était pas bien levé aujourd'hui. Alexandre répondit « Oh non, madame ». Depuis 35 ans, il était au service de ce ménage. D'abord comme ordonnance de l'officier, puis comme simple valet qui n'a pas voulu quitter ses maîtres, et, depuis 6 ans, il roulait chaque après-midi sa patronne par les étroits chemins autour de la ville. De ce long service dévoué, de ce tête-à-tête quotidien ensuite, était résultée entre la vieille femme et le vieux serviteur une espèce de familiarité affectueuse chez elle, déférente chez lui. Ils parlaient des affaires de la maison comme on le fait entre égaux. Leur principal sujet de causerie et d'inquiétude était d'ailleurs le mauvais caractère du capitaine, aigri par une longue carrière commencée avec éclat, puis écoulée sans avancement et terminée sans gloire. Madame Marambal reprit. Pour être mal levé, il était mal levé. Ça lui arrive trop souvent depuis qu'il a quitté le service. Et Alexandre, avec un soupir, compléta la pensée de sa maîtresse. Oh, madame, on peut dire que ça lui arrive tous les jours, et que ça lui arrivait aussi avant d'avoir quitté l'armée. Ça, c'est vrai. Mais il n'a pas eu de chance non plus, cet homme. Il a débuté par un acte de bravoure qui l'a fait décorer à 20 ans, et puis de 20 à 50, il n'a pas pu aller plus haut que capitaine, alors qu'il comptait bien au début être au moins colonel à sa retraite. Madame pourrait dire encore que c'est de sa faute après tout. S'il n'avait pas toujours été doux comme une cravache, ses chefs l'auraient aimé et protégé davantage. Ça ne sert à rien d'être dur, faut plaire aux gens pour être bien vu. Qu'il nous traite comme ça, nous autres, c'est notre faute. Aussi puisque ça nous plaît de rester avec lui, mais pour les autres c'est différent. Madame Marambal réfléchissait. Oh, depuis des années et des années, elle songeait ainsi chaque jour aux brutalités de son mari, qu'elle avait épousé autrefois, voilà bien longtemps, parce qu'il était bel officier, décoré tout jeune et plein d'avenir, disait-on. Comme on se trompe dans la vie. Elle murmura « Arrêtons-nous un peu, mon pauvre Alexandre, et reposez-vous sur ce banc. » C'était un petit banc de bois à moitié pourri, planté au détour de l'allée des promeneurs du dimanche. Chaque fois qu'on venait de ce côté, Alexandre avait coutume de souffler quelques minutes sur ce siège. Il s'y assit, et prenant dans ses 2 mains, avec un geste familier et plein d'orgueil, sa belle barbe blanche couverte en éventail, il la serra, puis la fit glisser en fermant ses doigts jusqu'à la pointe, qu'il retint quelques instants sur le creux de son estomac, comme pour l'y fixer et constater une fois de plus la grande longueur de cette végétation. Madame Marambal reprit. « Moi, je l'ai épousé. Il est juste et naturel que je supporte ses injustices. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous l'ayez enduré aussi, vous, mon brave Alexandre. » Il fit un mouvement vague des épaules et dit seulement « Oh, moi, madame !» Elle ajouta « En effet, j'y ai souvent pensé. Vous étiez son ordonnance quand je l'ai épousé, et vous ne pouviez guère faire autrement que de le supporter. Mais depuis, pourquoi êtes-vous resté avec nous, qui vous payons si peu et qui vous traitons si mal, alors que vous auriez pu faire comme tout le monde, vous établir, vous marier, avoir des enfants, créer une famille ?» Il répéta « Oh, mon madame, c'est différent. » Puis il se tut. Mais il tirait sur sa barbe comme s'il eût sonné une cloche qui résonnait en lui, comme s'il eût cherché à l'arracher, et il roulait des yeux effarés d'homme plongé dans l'embarras. Madame Marambal suivait sa pensée. « Vous n'êtes pas un paysan, vous avez reçu de l'éducation. » Il l'interrompit avec fierté. « J'avais étudié pour être géomètre arpenteur, madame. » « Alors, pourquoi êtes-vous resté près de nous, à gâcher votre existence ?» Il balbutia. « C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la faute de ma nature. » « Comment de votre nature ? » ?»« Oui, quand je m'attache et c'est fini. » Elle se mit à rire. « Voyons, vous n'allez pas me faire croire que les bons procédés et la douceur de Marambal vous ont attaché à lui pour la vie. » Il s'agitait sur son banc, la tête visiblement perdue, et il marmotta dans les plus longs poils de sa barbe. « C'est pas lui, c'est vous. » La vieille dame, qui avait une figure très douce, couronnée entre le front et la coiffure par une ligne neigeuse de cheveux frisés, papillotés chaque jour avec soin et luisant comme des plumes de cygne,
fit un mouvement dans sa voiture et contempla son domestique avec des yeux très surpris. « Moi, mon pauvre Alexandre, comment ça ?» Il se mit à regarder en l'air, puis de côté, puis au loin, en tournant la tête comme font les hommes timides forcés d'avouer leurs secrets honteux. Puis il déclara avec un courage de troupier à qui on ordonne d'aller au feu. « C'est comme ça. La première fois que j'ai porté à mademoiselle une lettre du lieutenant et que mademoiselle m'a donné 20 sous en me faisant un sourire, ce fut décidé comme ça. » Elle insistait, comprenant mal. « Voyons, expliquez-vous. » Alors il jeta avec l'épouvante d'un misérable qui avoue un crime et qui se perd. « J'ai eu un sentiment pour madame. Voilà. » Elle ne répondit rien. Cessa de le regarder, baissa la tête et réfléchit. Elle était bonne, pleine de droiture, de douceur, de raison et de sensibilité. Elle songea, en une seconde, à l'immense dévouement de ce pauvre être qui avait renoncé à tout pour vivre à côté d'elle, sans rien dire. Et elle eut envie de pleurer. Puis, prenant une figure un peu grave mais point fâchée, « Rentrons, dit-elle. » Il se leva, passa derrière la chaise roulante et se remit à la pousser. Comme ils approchaient du village, ils aperçurent au milieu du chemin le capitaine Marambal qui venait vers eux. Dès qu'il les eut rejoints, il dit à sa femme avec le visible désir de se fâcher « Qu'est-ce que nous avons pour dîner ?»« Un petit poulet et des flageolets. » Il s'emporta. « Un poulet ? Encore du poulet, toujours du poulet, nom de Dieu ! J'en ai assez, moi, du poulet. Tu n'as donc pas une idée dans la tête que tu me fais manger tous les jours la même chose ?» Elle répondit, résignée. « Mais, mon chéri, tu sais que le docteur te l'ordonne. C'est encore ce qu'il y a de meilleur pour ton estomac. Si tu n'avais pas l'estomac malade, je te ferais manger bien des choses que je n'ose pas te servir. » Alors il se planta exaspéré devant Alexandre. « C'est la faute de cette brute-là, si j'ai l'estomac malade. Voilà 35 ans qu'il m'empoisonne avec sa saleté de cuisine. » Madame Marambal, brusquement, tourna la tête presque tout à fait pour apercevoir le vieux domestique. Leurs yeux se rencontrèrent, et ils se dirent dans ce seul regard « Merci », l'un à l'autre. Maupassant, la parure. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race. Leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres nettes, capitonnées avec des teintures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux 2 grands valets en culottes courtes qui dorment dans des larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et au petit salon coquet parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu, je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries, peuplant des murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie.
Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et madame Georges Ramponneau prie monsieur et madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais. Et c'est une occasion, cela, une belle. » J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché et on ne donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout ce monde officiel. Elle le regardait d'un œil irrité. Et elle déclara avec impatience. « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia. « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendirent lentement des coins de ses yeux vers les coins de sa bouche. Il bégaya. « Qu'as-tu ? Qu'as-tu » Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine et répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. « Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé, il reprit. « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il, une toilette convenable, qui pourrait te servir encore en d'autres occasions, quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais y arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait, et madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'en était point convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Mais son mari s'écria « Que tu es bête! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à madame Loisel « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait,
ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ?»« Mais si, cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela? Rien que cela ?»« Mais oui, certainement. » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient en de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attendons, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture, et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppé les épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?»« Non. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint, le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'1 semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara
Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par ici, 3 louis par là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir s'il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand madame Loisel remporta la parure à madame Forestier, celle-ci lui dit, d'un air froissé, « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin, les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une simple femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait, le soir, à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre, et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. « Bonjour, Jeanne. » L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. « Mais, madame, je ne sais, vous devez vous tromper. »« Non, je suis Mathilde Loisel. » Son amie poussa un cri. « Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !»« Oui,
j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vu, et bien des misères. Et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui, eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une autre toute pareille, et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en étais pas aperçue, hein. Elles étaient bien pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Oh, ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs.